bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre émission. C'est votre émission de débat, de décryptage de l'actualité. Dans ce studio, et comme tous les soirs, Omfali Guilavogui, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Massouri Kamara, bonsoir à notre invité, aux auditeurs et téléspectateurs du groupe Évasion Guinée. Avec beaucoup d'énergie ce soir. Sekou Keita, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Massouri et bonsoir à notre invité. Mesdames et messieurs, notre invité de ce soir, il n'a pas sa langue dans sa poche et depuis son départ du gouvernement il y a un peu plus d'une année, il n'hésite pas parfois à faire des prises de position parfois courageuses, souvent controversées. Malgré tout, il interpelle le chef de l'État sur certaines de ses promesses et même parfois sur certaines de ses déviances. Il porte ces derniers temps son regard sur l'actualité socio-politique en République de Guinée. Ses prises de position suscitent beaucoup de commentaires et de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez certainement deviné, mesdames et messieurs, notre invité de ce soir s'appelle Siaka Barry. Monsieur Barry, bonsoir à vous et bienvenue dans Rien à cacher. Bonsoir à vous, bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. C'est un plaisir d'être là. Ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Aujourd'hui, vous êtes le président du mouvement Génération Debout. Alors, je le disais tout à l'heure, ça fait un peu plus d'une année depuis votre départ du gouvernement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, je me sens comme le commun des Guinéens. Je me sens comme le commun des Guinéens. Avec beaucoup d'espoir, mais aussi portant quelques désespoirs, quelques amertumes, avec beaucoup de bonheur, mais aussi vivant quelques malheurs, avec beaucoup d'engagement, mais aussi avec beaucoup d'incertitudes, comme les 12 millions de Guinéens. À l'instar de mes compatriotes, je me sens fier d'appartenir à un pays nommé la Guinée, mais je me sens aussi de plus en plus perplexe face à l'avenir de ce pays, avenir que nous voulons bâtir ensemble, avenir que nous voulons radieux et prometteur. Alors, peut-être cette question avant après avoir passé 20 mois au sein du gouvernement, est-ce que ces instants vous manquent aujourd'hui, ministre, les privilèges qui vont avec, l'aura qui va avec, est-ce que ça vous manque un peu aujourd'hui, tout ça? Oh non, je n'éprouve aucune nostalgie, bien au contraire, aucune nostalgie. En fait, je l'ai toujours rappelé, je n'ai jamais pensé être un jour ministre. En tout cas, ce n'était pas dans un calcul. Et je pense aussi que si j'ai été ministre, ça a été en quelque sorte un aléa de parcours. Oui. Je ne dis pas que je ne méritais pas d'être ministre, mais je dis tout simplement que, vu ma modeste condition, vu mes modestes origines, je vous rappelle que je suis d'origine prolétarienne. Mes parents sont entre guillemets pauvres, d'une famille très pauvre, très pauvre. Je fais partie d'une famille fondée par les 65% d'analphabètes que compte notre pays. Mon père n'a pas été à l'école, ma mère n'a pas été à l'école, et c'était à peine si nous arrivions à rassembler les 3 repas de la journée. J'ai connu une scolarisation très difficile à cause de la pauvreté des parents. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin sur le plan scolaire et sur le plan universitaire. Moi, j'ai connu l'école comme un privilège, parce que ce n'était pas tout le monde qui partait à l'école à mon âge, vu surtout les conditions financières de mes parents. Et donc, si un tel enfant qui a accompagné sa mère dans les marchés, dans la boue, pour revendre à la sauvette, se retrouve un jour sur le fauteuil ministériel, il doit rendre grâce à Dieu et il ne doit pas prendre cela comme étant la suite ou l'aboutissement logique de sa propre histoire. Maintenant, n'étant plus ministre, je me ressens toujours dans ma peau. Dans ma peau de prolétaire, dans ma peau de l'enfant du peuple, dans ma peau de l'enfant du pas peuple. Et donc je continue mon combat. Bon, ce n'est pas, monsieur le ministre, ce n'est pas pour réveiller les morts, mais quel péché vous avez commis pour qu'aujourd'hui vous ne soyez pas reconduit, parce qu'on a vu quand même certains ministres qui ont été débarqués
quelques jours ou quelques mois après, qui se retrouvent soit conseillers ou au niveau d'un autre département, vous, depuis votre départ, on a eu comme l'impression que ça a été une sorte de rupture brusque. Qu'est-ce que vous avez fait à votre ancien, si vous voulez, partenaire sûr, si vous voulez, le président de la République qui faisait souvent vos élouses, qu'est-ce que vous avez eu, justement, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour qu'aujourd'hui cette rupture soit si brutale? Bon, j'ai toujours répondu à cette question en disant que c'est celui qui a été à la base de la rupture, c'est à celui-là de donner des explications. Moi, tout ce que je sais, c'est que le président de la République reste et demeure mon bienfaiteur. Je lui suis tout à fait reconnaissant. Je profite de votre antenne encore une fois pour lui rendre hommage, rendre grâce du temps de confiance qu'il a eu à m'accorder. Il ne l'accorde pas à tout le monde. Nous sommes 12 millions de Guinéens et il n'y a qu'une trentaine de Guinéens qui se retrouvent dans un gouvernement. S'il a eu donc apporté sa confiance sur ma modeste personne, je vous ai dit déjà la condition modeste dans laquelle je suis né et dans laquelle j'ai vécu. Donc un président de la République qui arrive à remarquer cet enfant de prolétaire qui le tire donc de cela pour l'exhiber à la face du monde, à la face de la Guinée, et que la Guinée aujourd'hui me reconnaisse et me sorte de cet anonymat, moi je pense qu'il faudrait lui rendre grâce et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base? C'est lui qui peut dire ce qui est à la base. Tout ce que je sais, c'est que Siaka Barry est toujours constant. Oui. On estime que vous avez créé à l'époque un mouvement que vous entreteniez de façon clandestine. Et donc cette nouvelle qui est parvenue au chef de l'État, il a donc pris la décision de se séparer de vous. Non, le mouvement Génération Debout n'a jamais été clandestin. Un mouvement clandestin ne tient pas une conférence ou un congrès dans une université publique. La dernière conférence tenue par le mouvement Génération Debout, j'étais ministre de la République, et c'était le 12 août 2007, et 2017 je vais dire. Le 12 août 2017, c'était la journée internationale de la jeunesse. Et les jeunes de Conakry ont tenu, sous le label du mouvement Génération Debout, à organiser une grande conférence où ils ont interpellé le président de la République sur les dérives politiques auxquelles certainement il pourra s'exposer en allant donc à l'encontre de la volonté populaire pour écouter ceux-là qui sont en train de plus en plus de chanter un peu dans le sens d'un troisième mandat. Donc un mouvement clandestin ne fait pas cela. Le mouvement Génération Debout a été un mouvement de jeunesse qui prônait la rupture générationnelle et qui se battait dans le sens de la profonde aspiration des jeunes de Guinée. Et à aucun moment, nous n'avons voulu poser des actes clandestins dans ce sens. Oui. Nous avons posé toujours des actes réfléchis, nous avons posé des actes assumés et des actes que moi-même, en tant que premier responsable de ce mouvement, j'ai assumé. Je suis révolutionnaire. Le président peut-être s'est mépris sur ma personne. Il s'est mépris sur mon idéologie. Il s'est mépris, en fait, sur la sève nourricière révolutionnaire qui a prévalu à ma rentrée en politique. Il s'est mépris sur cela. En fait, il avait cru avoir affaire donc à un jeune disciple de lui, comme on les voit dans la plupart des partis politiques. Je ne suis pas de ces jeunes-là. J'ai suivi le président de la République par conviction. Je l'ai toujours dit. Je l'ai suivi parce que je suis un homme de gauche. Et j'ai trouvé que le président Alpha Condé était l'un des rares hommes de gauche dans l'arène politique guinéenne. Mais ça veut dire quoi concrètement pour ceux-là qui nous suivent, qui ne comprennent pas forcément ce positionnement politique? Quand vous dites que vous êtes un homme de gauche, ça veut dire quoi? Quelle est cette doctrine que vous défendez? Ça veut dire qu'à l'origine, très jeune, j'ai milité d'abord dans des partis d'obédience socialiste. Et en Guinée et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, par exemple, j'ai milité à la FESI. La FESI, c'est la Fédération des étudiants ivoiriens à l'époque, qui était, elle, une organisation secrète, justement, parce que cette organisation n'avait jamais été en odeur de sainteté avec le régime de Houphouët-Boigny. Et la FESI avait quand même des maîtres à penser. Les maîtres à penser de la FESI, c'était des gens comme Laurent Gbagbo, à l'époque, comme le président Goudier, etc. Et il y avait aussi des jeunes leaders.
ces jeunes leaders de la FESI, c'était les Aïbo Martial, c'était les Soro Guillaume, c'était les Charles Goudet. Nous, j'ai milité en tant que jeune élève, donc dans ces mouvements de gauche. Et en Guinée, j'ai milité aussi dans des mouvements de gauche. Et ces mouvements de gauche-là étaient tous en orbite autour du professeur Alpha Condé, qui était pour nous un homme de gauche idéal, parce qu'il appartenait à l'international socialiste au même titre que le président Laurent Gbagbo. Donc je n'ai pas suivi le professeur Alpha Condé par calcul ethno-stratégique, je n'ai pas suivi par opportunisme, je n'ai pas suivi par régionalisme, je l'ai suivi à cause d'une vision. C'est la vision socialiste d'une Guinée meilleure. C'est la vision révolutionnaire. C'est la vision que lui-même dégageait dans la Guinée Albanie d'Afrique. C'est pour cela que je l'ai suivi. Et au fil du temps, vous vous rendez compte que qu'Alpha Condé ne militait plus en faveur de ce socialisme? Bon, le temps, malheureusement, a fini par, je ne dirais pas par transformer l'homme, mais le temps a fini, le temps et les aléas de la politique ont fini par éloigner l'homme de l'idéal que nous avions poursuivi à ses côtés. Donc, ceux qui posent la question, Cheikh Kabari est constant. Cheikh Kabari reste toujours dans cet idéal révolutionnaire. Quand j'étais ministre, quand j'ai été nommé le 4 janvier 2016 comme ministre, l'une de mes premières actions, qui n'ont pas été cachées, que le président de la République lui-même a eu certainement à connaître, l'une de mes premières actions, c'était de prendre mon petit vol pour descendre à Ouaga, aller me recueillir sur la tombe de Thomas Sankara. Mais j'étais ministre. Ce jour-là, personne n'a créé un problème, mais pourtant j'étais ministre. C'est pour dire que j'ai toujours assumé votre position. Ma position révolutionnaire et j'ai toujours assumé ma conviction révolutionnaire. Je l'ai fait. Je l'ai fait au même titre que 2 semaines avant mon limogeage, j'étais sur la tombe de Kwame Nkrumah en train de rendre hommage avec les partis d'obédience nkrumiste à Accra, en train de rendre hommage à ce grand homme. Tout comme quelques semaines seulement avant mon limogeage, j'étais en train de m'attaquer avec courage d'ailleurs à la rénovation du mausolée du camarade Ahmed Sékou Touré, de Saïfoulaye Diallo et de Adama Foui Bangoura ici à Conakry. Alors, monsieur Cheikh Kabari, est-ce que dans votre démarche, il n'y a pas une contradiction, puisqu'à vous entendre parler, aujourd'hui, vous avez travaillé pour le président Alpha Condé pendant un bon moment, celui pour qui d'ailleurs, à un moment, vous l'avez suivi, bon, pas aveuglement, avec conviction naturellement, mais entre-temps, vous vous êtes retourné contre lui aujourd'hui dans la démarche. Est-ce que c'est politiquement correct? Ça, c'est la première question. Aujourd'hui, vous portez des gants contre le président de la République, professeur Alpha Condé. Dites-nous quelles sont vos ambitions politiques. Est-ce que vous comptez briguer la magistrature suprême en 2020? Bon, je vais vous rectifier sur ces 2 lancers. En aucun moment de ma jeune carrière, et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis retourné contre le professeur Alpha Condé. Je ne me suis jamais retourné encore une fois contre le professeur. Et je ne me retournerai jamais justement contre le professeur Alpha Condé. C'est ce que les gens ne comprennent pas dans ma démarche. J'ai dit que je reste fidèle à cette vision du président Alpha Condé, mais à la vision originelle du président Alpha Condé. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir si le professeur Alpha Condé lui-même continue dans sa vision originelle. Et si on vous retournait la question? La question, c'est de savoir si le professeur Alpha Condé ne s'est pas retourné contre le professeur Alpha Condé. C'est ça la question. Le professeur Alpha Condé de 2018 ne s'est-il pas retourné contre le professeur Alpha Condé de 1993? C'est ça la question, quand il était opposant. Le président Alpha Condé ne s'est-il pas retourné contre l'opposant Alpha Condé? C'est ça la question. Moi, je suis la vision de l'opposant Alpha Condé. Le président Alpha Condé, malheureusement, n'est plus cet homme de gauche. Moi, je ne le reconnais pas comme tel. Le président Alpha Condé, regardez autour de lui. Vous avez qui incarne aujourd'hui l'esprit socialiste que nous voulons bâtir à l'origine? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dénoncer son entourage? Non seulement certains membres du RPG Arc-en-Ciel, mais aussi les caciques du PUP qui l'entourent à la présidence. Justement, mais vous venez de répondre à la question. Oui, mais là, il y a un problème. Il y a un problème, monsieur le ministre, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au moment où vous étiez ministre, il y a quand même l'entourage qui est resté quand même... Justement, vous savez, autour d'un chef, il y a plusieurs forces qui s'opposent les unes aux autres. Nous étions cette force socialiste là autour de lui.
C'est justement ça. Vous étiez minoritaire? Mais par la suite, le rapport de force a penché pour ceux-là qui voulaient que le procès Alpha Condé s'oppose en tant que président au procès Alpha Condé opposant. C'est ceux-là qui ont eu le dessus. Et c'est ce que nous crions aujourd'hui. C'est le fait que nous qui étions dans la voie originale de l'homme et qui poursuivions son rêve originel, que nous soyons en minorité, mis en mal avec cet homme-là par une majorité de courtisans, de prébendiers qui l'entourent et qui le prennent en otage. Courtisans et prébendiers qui ont été à l'origine même de tous les maux que le parti avait connus depuis sa naissance. C'est là où il y a problème. Donc nous restons égaux à nous-mêmes. Nous ne lutterons jamais contre le procès Alpha Condé. Nous lutterons par contre pour que le procès Alpha Condé, qui est en train aujourd'hui de dérailler, qui est en train d'abandonner la voie originelle que nous avons tracée, que le procès Alpha Condé revienne à cette voie originelle. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Alors, il est 17h38 dans ce studio. Nous allons évoluer. Ça, c'était le cadre général de cette émission. Nous allons maintenant parler actualité dans cette émission. Siaka Barry, vous suivez également l'évolution des contentieux politiques en République de Guinée. Dans un instant, nous parlerons également de la crise scolaire qui reste toujours d'actualité. Mais sur le plan politique, depuis un certain moment, la classe politique ne parvient pas à s'entendre autour des élections communales. Vous avez fait également des réflexions sur ce sujet. Aujourd'hui, quelle est la conclusion à laquelle vous arrivez en examinant tous ces désaccords entre ceux-là qui se retrouvent, qui signent un accord et qui, quelque temps après, se retournent les uns contre les autres parce que tout simplement, pour un camp, cet accord est en train d'être violé? Bon, écoutez, cela me rappelle un peu une citation du président Habib Bourguiba, qu'on a connu en Tunisie, qui disait qu'une loi ou une constitution n'est jamais parfaite, mais qu'elle ne vaut que ce que valent ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre. Et c'est ce qui arrive en Guinée. Nous avons des belles lois, nous avons une belle constitution. Mais très malheureusement, ces lois et cette constitution ne valent que ce que valent les acteurs politiques que nous avons. Mais très malheureusement, nous avons quel type d'acteurs politiques aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui des gens qui sont dans une démarche, comme je l'ai toujours dit, dans une démarche prébendière, dans une démarche carriériste. On n'entre pas en politique par carriérisme. C'est ce qui arrive en Guinée. Et ça veut dire quoi? Les gens calculent tout simplement quel positionnement en termes de carrière ils obtiendront en posant un acte politique dans notre pays. Et la politique, ça c'est une très mauvaise façon, c'est une façon malsaine de faire la politique. Et c'est ce qui a mis notre pays là où nous sommes. Quand vous voyez aujourd'hui tous ces transhumants-là, quitter de gauche et faire des acrobaties à 360 degrés, se retrouver de l'autre côté, certains qui sont porte-parole aujourd'hui d'une opposition, demain sont porte-parole de la mouvance, etc. Certains qui sont le griot de tel, se retrouvent griot de tel autre demain. Franchement, je pense que apparemment, vous avez des flèches très aiguës. Ce n'est pas, franchement, une image reluisante que nous sommes en train de donner de la scène politique guinéenne. Voilà pourquoi nous nous battons d'ailleurs pour que cette scène politique-là puisse changer de visage et d'image. Maintenant, pour revenir aux questions d'élections communales, vous avez vu ici ces acteurs politiques accepter dans un élan très dangereux de mettre de côté, par consensus, de mettre de côté les lois de la République, de mettre de côté les codes et les règles qui régissent le bon fonctionnement des élections dans notre République et de s'asseoir entre copains et copains pour se dire, voilà, procédons à une sorte de conférence de Berlin où nous allons partager les circonscriptions entre nous. Les circonscriptions ne se partagent pas entre copains et copains. Les circonscriptions se donnent par la volonté populaire. C'est le peuple qui donne une parcelle de son pouvoir à un élu. Et c'est le peuple par l'urne qui lui concède ces pouvoirs-là. Quoi? Vous êtes contre la signature de ce accord? Bien sûr, parce que les accords violaient nos lois, les accords violaient notre constitution, les accords violaient notre code. Maintenant, qu'ils soient d'accord sur cela, je l'ai dit, et ça fait mal à un des leaders politiques ici, j'ai dit que ça, c'est un signe de gangstérisme. Donc, ce sont des gangsters. De la part de qui? La classe politique guinéenne actuelle est une classe de gangsters. Je répète encore. Tout le monde? C'est une classe, tous, tant qu'ils y sont.
J'ai entendu le ministre Makanera monter sur ses grands chevaux pour dire bon, écoutez, ce sont des égaux à son papa, il ne peut pas traiter des gens égaux à son père, des gangsters. Mais écoutez, ce n'est pas l'âge qui confère la respectabilité. Mais est-ce que ce n'est pas un terme fort le en gangster, parlant de gangster, le gangster, c'est celui qui viole éperdument, délibérément la loi. Et donnez-moi une autre signification ou une autre appellation à ces gens-là qui se mettent ensemble pour dire, écoutez, voilà la loi, nous allons contourner la loi. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font du gangstérisme politique. Mais Oui, au nom de la maintenant, paix, au nom de la moi, ce que paix, est-ce j'avais qu'il ne fallait envie pas y de- aller? Justement, Au nom de la paix, pardon. Au nom de la paix, parce qu'on a qualifié cet accord d'accord de la paix. Aujourd'hui, vous êtes contre la signature de ces accords, mais ces accords ont eu quand même pour vertu d'éviter un embrasement à un certain moment donné à la Guinée. Et qui était à l'origine de l'embrasement? Et qui menaçait la paix? La menace sur la paix, c'était eux. L'embrasement venait d'eux. Vous ne pouvez pas jouer à celui qui met le feu et à celui qui vient jouer au sapeur-pompier. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Chaque jour, ce sont les mêmes acteurs politiques qui mettent le feu entre les populations. Les populations en Guinée n'ont pas de problème entre elles. Les populations en Guinée n'ont aucun problème. Les populations ont vécu de façon harmonieuse et n'aspirent qu'à vivre de façon harmonieuse. Maintenant, quand les acteurs politiques jouent au pyromane et qu'après, ils viennent encore dans les habits de sapeurs-pompiers, j'appelle ça encore une fois, permettez-moi le terme, c'est du gangstérisme politique. C'est d'accord. Maintenant que c'est déjà parti, donc le vin a déjà été tiré, est-ce qu'il faut boire? Alors, à votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même régler cette confusion créée par ces acteurs politiques? Parce qu'en attendant, les activités sont paralysées, les citoyens, finalement, il y en a qui regrettent pourquoi ils sont allés aux urnes, parce que les résultats obtenus ne reflètent plus ce que eux ils ont souhaité en amont. Est-ce que, avec cette situation actuelle, ça va être probablement la deuxième question, est-ce qu'on ne peut pas craindre demain que les citoyens soient réticents quand il est question d'aller choisir les élus, surtout quand ils se réfèrent un peu à ce qui s'est passé après ces communales? La désaffection des populations vis-à-vis de la chose politique est une chose très compréhensible dans l'état actuel. Mettez-vous à la place des pauvres populations. Quand ces populations sont abusées à chaque instant, quand ces populations aujourd'hui sont bernées, quand ces populations sont trompées, quand ces populations, dans un élan de patriotisme, vont glisser dans les urnes ce pourquoi ils sont en train aujourd'hui de se battre dans la construction et l'édification d'un état de droit, et que au sortir de ces urnes-là, c'est un autre résultat qui est brandi, qui n'est pas l'aspiration de ces populations-là, je crois qu'il y a matière à ce qu'il y ait des amours, il y a matière à ce qu'il y ait des affections, il y a matière à ce qu'il y ait des aveux même de la classe politique. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Maintenant, quand vous dites que le vin est tiré, il faut le boire, effectivement, le vin a été tiré, il faut le boire, mais le vin a été très amer. Et qui doit le boire? C'est le peuple qui le boit, malheureusement. Et le vin a été très amer. Allez-y à Kindia, le vin a été très amer à Kindia. Le vin a été très amer à Sigiri. Le vin a été très amer dans la plupart de nos circonscriptions rurales, où des citoyens ont perdu la vie, où les citoyens ont perdu les biens, où les citoyens même ont perdu l'espoir en une Guinée meilleure. Voilà ce que le vin a donné. Et voilà pourquoi, pour prévenir tout cela, nous nous sommes dotés des lois, nous nous sommes dotés des codes, nous nous sommes dotés des règles, nous nous sommes dotés d'une constitution qu'il faut tout simplement respecter. Si vous n'arrivez pas à respecter et à faire respecter cela, d'abord, le premier garant de ces lois, c'est le président de la République, qui a juré de les respecter et de les faire respecter. Si lui, il n'arrive pas à le faire, c'est un parjure. Si l'opposition aussi s'allie à lui, parce que c'est inédit quand même dans l'histoire d'une nation, qu'une opposition s'allie à une mouvance pour violer la loi. C'est ce qui est arrivé. Donc quand cela arrive, je pense que c'est dommage pour notre République. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait procéder à un nettoyage au Karcher. Comme l'a dit Sarkozy, je n'aime pas Sarkozy, mais à un nettoyage au Karcher. C'est à cela qu'il faut procéder pour nettoyer cette classe politique vieillissante. On est en train d'assister à une gérontocratie. La Guinée ne peut plus se permettre le luxe d'avoir à sa tête une gérontocratie. Cette gérontocratie fatiguée, vieillissante et très malheureusement approchée désespérément à la chose politique,
il faudrait la nettoyer, il faudrait un nouveau visage de la politique guinéenne, un visage qui puisse faire renouer la Guinée avec l'espoir. Voilà, la gérontocratie, le pouvoir des vieux. Alors, monsieur Siakabari, aujourd'hui, vous crachez sur le visage du paysage politique que nous avons à ces jours. À votre avis, la classe politique a lamentablement échoué. Vous faites votre entrée dans ce paysage. J'ai envie de savoir quel est à ce jour votre positionnement. Vous critiquez et l'opposition et la mouvance présidentielle. C'est la première question. Vous étiez membre influent du RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous aujourd'hui quelles sont vos relations avec cette formation politique. Est-ce que le parti pour lequel vous vous êtes battu, vous avez rendu votre carte de membre depuis que vous avez été débarqué? Écoutez, pour la première question, je me soucie très peu de mon positionnement politique dans le contexte actuel guinéen, très honnêtement. Je mène un combat révolutionnaire, un combat de gauche, un combat socialiste. Mais je ne le mène pas qu'avec des révolutionnaires, qu'avec des gauchisants ou avec des socialistes. Soyons clairs. Le mouvement Génération Debout, qui s'apprête à devenir un parti politique très bientôt, on en parlera tout de suite, qui s'apprête bientôt à faire son entrée donc, en politique, c'est un mouvement transversal. C'est un mouvement qui vise à unir les synergies juvéniles autour d'un idéal. Idéal d'unité nationale, idéal de progrès social, mais surtout idéal de renouvellement générationnel. Je l'ai dit tout de suite. Et donc, en tant que mouvement, si nous nous muons demain en parti politique, c'est notre démarche qui déterminera notre positionnement. Mais ça, encore une fois, je laisserai le soin au peuple de déterminer quel positionnement et quelle coloration il veut nous donner. Oui, ça veut dire quoi? Vous allez toujours continuer? Vous allez toujours continuer à critiquer l'opposition, le pouvoir? Moi, mon parti sera le parti qui se voit dans les aspirations du peuple. Mon parti sera dans ces aspirations-là, d'abord en termes sociétal, parce qu'on ne parle pas assez du sociétal en Guinée. En termes social, on ne parle pas assez du social en Guinée. En termes surtout d'amélioration des conditions de vie, tout simplement, de mes concitoyens. Maintenant, s'il y a un débat, par exemple, sur le taux élevé d'analphabétisme dans notre pays, en tant que parti politique, je prendrai position et ma position sera toujours une position sociale. Voilà pourquoi nous sommes un parti socialiste. S'il est question de taux de mortalité infantile qui est élevé, à mes dernières recherches, ce taux aussi entre 50 et 60%, ce qui est très élevé pour un pays comme la Guinée, je prendrai position pour que nous puissions quand même aider la Guinée à sortir de ce carcan. S'il est question de parler ou de dénoncer la corruption dans notre pays, avec un indice de perception de la corruption qui est aussi autour de 27 sur 100, je prendrai position pour dire que cet indice-là n'arrache pas la Guinée. 27 sur 100 en termes de perception de la corruption, c'est trop pour un pays exempt, pour un pays aussi grabataire que la Guinée. Je prendrai position. Maintenant, ce sont mes prises de position. C'est l'ensemble de ces prises de position qui permettra certainement à l'opinion nationale, même internationale, de nous classer quelque part. La classification nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est le projet que nous allons porter à la face des Guinéens. C'est le discours que nous allons porter qui soit un discours novateur, qui soit un discours porteur d'espoir. Votre relation avec le RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que vous avez rendu votre carte? On vous attendait un moment que vous avez soutenu un moment que vous n'êtes pas militant du RPG, vous êtes sympathisant. Alors est-ce que vous avez reçu une carte de ce parti politique? Est-ce que vous avez remis cette carte après avoir quitté votre département? Et à qui vous avez remis la carte? Non, malheureusement, je n'ai jamais eu de carte. Mais je vais vous dire que mes relations sont au beau fixe de très 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 bonnes relations avec la base du RPG. Vous savez, il y a une erreur. Avec la base, pourquoi pas avec le sommet? Justement, il y a une erreur. Le RPG, ce n'est pas le sommet. C'est une grave erreur que les gens commettent. Le RPG est un parti socialiste, d'obédience socialiste, appartenant à l'international socialiste. C'est ce qui est oublié aujourd'hui. Quand vous voyez les militants de 25e heure en train d'exhiber leurs pectoraux ici, ce ne sont pas eux le RPG. Et ils sont tombés
comme la manne et la caille est tombée sur Moïse et son peuple, et ils sont tombés ainsi. Et ce ne sont pas eux. Ils ne représentent pas la lutte originelle du RPG. Le RPG, c'est un parti de masse. Le RPG, c'est la base. Le RPG, ce sont ces populaces qui sont là aujourd'hui en but à des difficultés énormes, mais qui ont élu ce parti-là pour que ce parti puisse changer et participer à l'édification d'une Guinée meilleure. C'est cela le RPG. Je n'ai jamais rompu avec cela. Je suis tous les jours en contact permanent avec cela. Je suis tous les jours en accord et en harmonie avec cela. Oui, ça se concrétise. Mais seulement vous prenez la part de l'Assemblée générale du RPG. C'est ce que j'ai dit. À l'Assemblée générale du RPG, vous retrouvez qui? Vous retrouvez d'un côté les manipulateurs et de l'autre côté, malheureusement, cette base-là qui ne se reconnaît pas en ces manipulateurs. Mais ça se concrétise quoi concrètement? Votre relation avec la base se concrétise par quoi concrètement? Justement, ça se concrétise. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez créer votre parti politique, vous êtes sûr qu'il y aura une certaine transhumance de cette base du RPG arc-en-ciel vers la formation politique que vous allez mettre en place? Je ne le sais pas, je croise les doigts. Je ne suis pas fort dans la lecture des boules de cristal. Je croise les doigts. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais rompu en termes idéologiques avec la base du parti RPG. En termes idéologiques. Je suis en train de mener le même combat que cette base du RPG aujourd'hui, qui se sent frustrée, qui se sent abandonnée et qui se sent surtout orpheline. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous, les alphaïstes, nous sommes orphelins. Alphaïstes. Je vous l'ai dit, nous les alphaïstes, nous avons été orphelins. D'accord. Parce que Alpha Condé lui-même a cessé à un moment donné d'être alphaïste. Il n'est plus lui-même alphaïste. Donc Alpha Condé n'est plus Alpha Condé. Allez, si vous permettez. Moi j'ai envie de poser cette question avant. Rapidement, ça va être la dernière question politique. On va passer au système scolaire. Avant de passer, aujourd'hui vous êtes engagé, vous avez envie que les choses changent dans notre pays, vous avez des ambitions, mais est-ce que votre passage, que ce soit d'une courte durée, mais est-ce que votre passage dans le gouvernement ou dans ce régime ne va pas représenter, si vous voulez, un obstacle pour votre carrière? Est-ce que cela ne vous associe pas un peu au bilan que le président de la République a aujourd'hui? Est-ce que cela ne représente pas, si vous voulez, un point noir qui pourrait sérieusement entraver votre ascension? Voilà, et puis cette autre question, vous prétendez avoir une formation politique. Aujourd'hui, vous avez des centaines et des milliers de jeunes derrière vous. Dites-nous, comment vous entretenez tout ça? Est-ce que l'argent que vous avez certainement amassé quand vous étiez ministre, ce qui vous permet aujourd'hui d'entreprendre ces actions? Bon, écoutez, là, ça fait deux questions. Oui. On commence par la dernière. Bon, la dernière question, je ne crois pas qu'on fasse la politique avec de l'argent. Très honnêtement. En tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, je suis en train de faire l'expérience. Les gens croient que c'est des milliards. Dieu merci, j'ai pris Dieu qu'il me fasse pleuvoir des milliards. Hein? Mais je ne fais pas la politique avec de l'argent. Je crois que le jeune Guinéen lui-même a compris qu'il a été abusé et désabusé par les miettes qu'on lui a toujours tendues pour venir servir de bétail électoral. Le jeune Guinéen l'a compris. Vous savez, un aveugle qui reçoit chaque matin un coup de pierre ou chaque matin un coup de canne au même détour de la route, cet aveugle-là n'est pas intelligent. Sinon, il changera de chemin. Et donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui à la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne a reçu beaucoup de coups de bâton au même détour des routes électorales. Et comment vous faites alors pour entretenir ceux-là qui militent pour votre mouvement? Ces jeunes, croyez-moi, ces jeunes, ce sont eux d'ailleurs qui sont en train de me soumettre à cette course effrénée qui fait aujourd'hui que je n'ai pas de vie de famille, qui fait aujourd'hui que je suis comme une sorte d'otage dans leurs mains. Parce que ces jeunes-là étaient à la recherche non seulement d'un idéal, mais d'un idéal porté par une référence. Ces jeunes-là étaient à la recherche aujourd'hui d'un homme de référence. Et malheureusement, la classe politique ne donne pas cette alternative à la jeunesse. La classe politique n'a pas offert une telle figure à la jeunesse. Et la première figure à laquelle la jeunesse s'est reconnue, la jeunesse suit cette figure-là. Maintenant, si les gens croient que, comme un bétail, que je suis en train de tendre du sel à cette jeunesse pour qu'elle me suive, que cela se détrompe. Qu'ils sachent que, j'ai posé la question une fois à un de vos confrères,
J'ai dit, mais pourquoi les autres anciens ministres ne font pas autant donc? Parce que je ne suis pas le seul ancien ministre dans l'arène politique. Pourquoi ils ne drainent pas autant les jeunes? Ou bien vous allez aussi me dire que non, vous êtes le plus riche des anciens ministres. Là, je ne crois pas. Je n'ai fait que 20 mois dans ce gouvernement. Encore une fois, la question ne se pose pas en termes d'argent. La question se pose en termes de projet. La question se pose en termes de vision. La question se pose en termes de conviction. La question même pour la jeunesse là aujourd'hui se pose en termes de révolution. Il faudrait changer et la jeunesse aspire à cette révolution. La question de Sékou, est-ce que votre appartenance au pouvoir à un certain moment au régime d'Alpha Condé ne va pas entraver votre future ascension? Écoutez, si vous voulez connaître ma position personnelle par rapport à ça, je suis quelqu'un qui s'assume. Je suis un révolutionnaire. J'assume pleinement ma responsabilité dans l'échec actuel. Et je vous le dis, il est droit dans les yeux. J'assume pleinement ma responsabilité dans l'échec actuel. L'échec du président Alpha Condé est mon échec à moi. Voilà pourquoi d'ailleurs je ne suis pas tranquille. Si vous savez que vous avez mené ensemble un combat et que ce combat-là est en train d'aller à l'eau, vous devez vous lever pour rectifier le tir. Et c'est ce que j'ai fait, sans rancœur, sans animosité. Vous l'avez vu. D'ailleurs, tout en rendant hommage encore au président de la République. Mais tout en lui disant, Monsieur le Président, bien qu'étant mon père spirituel, votre cheminement laisse à désirer aujourd'hui. Monsieur le Président, bien qu'étant mon père spirituel, vous êtes mal entouré aujourd'hui. Voici mon... Oui, mais ce qui est incompréhensible avec ça, c'est que pourquoi c'est maintenant vous prenez cette initiative? Pourquoi au moment où vous étiez en parfait amour, en parfaite harmonie, pourquoi vous n'avez pas profité de ces instants-là? Voilà, et est-ce que M. Siaka Bari ne critique pas simplement pour revenir encore aux affaires? Si aujourd'hui il est appelé par le président, ça fait des questions différentes. va-t-il accepter? Ça fait des questions différentes. Bien sûr. Si vous estimez que j'ai toujours accepté cela, je vous reposerai la question pourquoi le professeur Alpha Condé m'a démis donc. Soyons cohérents. C'est parce que je n'ai pas toujours accepté cela que j'ai été démis. Soyons cohérents quand même. Je n'ai jamais voulu abandonner un combat que j'ai commencé à la fleur de l'âge par conviction et derrière un grand homme qui est le professeur Alpha Condé. Je ne suis pas un démissionnaire dans la vie. Alors, mais ma meilleure façon de participer justement à l'édification d'une Guinée aux côtés du professeur Alpha Condé, c'était ce que j'ai eu à faire. Me battre corps et âme pour que ça réussisse. Et c'est ce que je faisais. Maintenant, quand les forces centrifuges, les forces prébandières ont eu raison de moi auprès du professeur Alpha Condé, je ne me suis pas plaint moi-même. J'ai plaint le professeur Alpha Condé. Parce que malheureusement, les retombées négatives lui appartiennent. Moi, j'assume ma responsabilité dans son bilan. Mais le bilan global lui appartient. Oui. Alors M. Bari, dernière question de ce chapitre politique. Est-ce que vous critiquez aujourd'hui, on vous sent quand même très amer parfois contre Alpha Condé. Est-ce que vous faites ça pour attirer son attention et vous permettre de revenir aux affaires? Si je peux vous mettre à l'aise, je n'aime pas en parler le plus souvent. Très honnêtement, au moment où on me démettait de mes fonctions, j'avais atteint un point où je disais que mon aventure administrative devait prendre fin. Soyons rassurés sur ce point. Je n'ai jamais éprouvé une nostalgie pour revenir au gouvernement. Tout comme d'ailleurs, je n'ai jamais posé d'acte pour appartenir à un gouvernement. Mais sur le propos, n'allez pas refuser aussi. Non, mais j'ai parlé en français là. Je vous dis encore une fois qu'au moment où mon séjour au gouvernement prenait fin, j'avais estimé moi-même que le moment s'approchait pour arrêter. Je vais vous dire, peut-être que c'est une confidence, certainement que, voilà, que je vous donne. Certains m'auraient dit que ce sont les fuites provenant de mon entourage concernant ma future démission que le professeur Alpha Condé aurait entendu, c'est ce qui a précipité. Il a anticipé mon limogeage. Allez. Je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous en prie. Allez. Un gouvernement ne m'intéresse pas. Un gouvernement ne m'intéresse pas, tout comme ça ne m'a jamais intéressé. J'ai vu la participation à un gouvernement comme une opportunité de servir ma nation. Je l'ai fait en 20 mois. Je remercie celui qui a permis cela, le professeur Alpha Condé, sans amertume. Je le remercie de plein cœur. Et si c'était à refaire, j'allais le refaire encore à ses côtés.
Maintenant, ceci passé, je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce qui est plus important. Ouais. C'est-à-dire la participation du citoyen Siaka Barry à l'édification de la nation guinéenne. Oui, alors, c'est ce qui est important. Alors, M. Barry, nous allons parler éducation. Là, c'est une seule question, une question générale. Aujourd'hui, le SLEG ne parvient toujours pas à s'entendre avec les autorités. Au mouvement Génération Debout, comment est-ce que vous analysez ce problème? Quelle est la solution que vous lui apportez rapidement? La solution, c'est la négociation. Au mouvement Génération Debout, nous n'avons jamais accepté de prendre position par rapport à la crise aiguë que nous connaissons aujourd'hui dans le secteur éducatif. Mais j'ai dit que le gouvernement gère très mal cette crise. Nous avons des priorités, nous avons des défis, nous avons des challenges au sein de ce secteur-là qu'il faudrait adresser au plus tôt. Et il ne faut pas se laisser distraire par cette grève. Cette grève pose une des multiples facettes que connaissent les défis qui assaillent le secteur éducatif. C'est-à-dire, c'est l'infime facette de la condition de vie de l'enseignant qui est posée là. Mais il y a 1000 autres facettes, difficiles d'ailleurs à aborder, qui minent aujourd'hui le système éducatif. Donc, si l'enseignant, qui est l'ouvrier à la tâche, pose le problème de sa condition de vie, la discussion autour de ça et la résolution de ce problème ne peut passer que par la négociation. Voilà pourquoi, avec tout le respect que je lui dois, j'ai dit à M. le Premier ministre que ce n'était pas la bonne réponse de dire qu'on ne négociera pas avec un syndicat. Quels que soient les ajustements de ce syndicat, acceptez de vous retrouver autour de la table de discussion avec ces syndicats et essayez de ramener ces syndicats à la raison en lui montrant le raisonnable. 8 millions de francs guinéens comme salaire pour tous les enseignants, tout le monde sait que ce n'est pas faisable. Tous les enseignants n'auront pas les mêmes salaires, ils n'ont pas les mêmes anciennetés, etc. Il y a des questions techniques à ce niveau-là. Maintenant, retrouvez les enseignants pour dire aux enseignants, voilà ce qui est faisable aujourd'hui dans le contexte actuel du pays. Voilà ce qui n'est pas du tout faisable. Voilà avec vous ce que nous pouvons faire. Je crois que c'est par là que la résolution de cette crise-là passera nécessairement. On a beau tourner, on finira à la table. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous disons un grand merci à vous, monsieur le ministre Siaka Barry. Il est donc le président du mouvement Génération Debout, ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il était l'invité de parcours de Rien à cacher de ce jeudi. Merci beaucoup, Fallé Guilavogui. D'accord, merci. Merci, Sebou Keïta. Merci. On se donne rendez-vous demain à 17 h pour d'autres sujets d'actualité. Merci à nos équipes de caméramen, à nos équipes techniques également et de réalisation. À demain, si Dieu le veut bien.